Partenaire particulier, partenaire particulier. C'est lundi. Ouais. This is Monday. Yes sir. Le meilleur jour de la semaine, le best day of the week. Oui monsieur. Celui-là même que vous aimez tant et que vous préférez bien évidemment au samedi, au dimanche, au vendredi, au jeudi, au mercredi et au mardi. Comment ça va? Normal, hein. Beaucoup de comme un lundi, hein. Donc bien. Ça va bien, on espère vous aussi. Vous avez passé un week-end au chaud, tranquillou, et que vous démarrez la semaine de la meilleure des manières, c'est-à-dire sur la chaîne YouTube de Trash Talk. Bienvenue dans cet épisode spécial partenaire particulier. Attention! On est en noir et blanc aujourd'hui. Ah ouais, on est en noir et blanc, mais le beau noir et blanc. Tout à fait. Le noir et blanc qui cogne. Et tout de suite, une page de réclame. Ouais, c'est clair. À Paris, un festival a été organisé. Vous êtes dans Partenaire particulier pour celles et ceux qui connaissent déjà le concept. Vous savez comment ça se passe. Vous vous installez tranquillou. On va parler de Will Chamberlain et de ses coéquipiers. Je suis pas sûr qu'il y ait masse de gens qui connaissent les coéquipiers Will Chamberlain. Donc aujourd'hui, par rapport à d'autres épisodes, Alex, on va être beaucoup dans des histoires à raconter. Des histoires, et puis surtout ce qui est intéressant, c'est donc Will Chamberlain. On va en parler, on va faire son profil, mais il y a 2-3 records, il y a une grosse carrière individuelle, il y a des statistiques un peu sérieuses. Et souvent, lui est reproché, genre il n'a que 2 bagues. Je pense qu'il y a quand même pas mal de mecs qui aimeraient bien avoir 2 bagues, mais il n'a que 2 bagues et tout, machin. Il a été une fois MVP des finales, enfin il y a des... Parfois, notamment quand nous-mêmes, on a fait le top 100 all-time et tout, on était là, bon, où est-ce qu'on le met, Wilt, nanana, par rapport à Kobe, tout ça, par rapport à Shaq, par rapport à Bill Russell, enfin c'est vrai. Mm-hmm. Et ça va être aujourd'hui une bonne façon de se questionner sur Will Chamberlain, genre de regarder un peu plus en profondeur, genre avec qui il a joué. Exactement. Par rapport à l'époque. Est-ce que vraiment... il y a un petit côté loose quand même, et qu'il avait quand même ce qu'il fallait autour pour gagner, ou est-ce que c'est fait partie de ces monstres un peu esselés, comme Patrick Ewing par exemple, que je trouve assez esselé, même si évidemment, voilà. Même si on nous a dit qu'il était très entouré. Oui, salut les gars. Mais oui, ça va, on peut envoyer. C'est la commu, ils sont gentils, moi j'aime bien. Voilà. Mais oui, en tout cas sur Wilt, on va essayer de mettre les choses le mieux possible dans le contexte, parce que là on parle des années 50, 60, tout début des années 70. Ah oui, voilà. Donc pas grand monde a vu ces mecs-là jouer en direct, même en fait personne, parce que la télé, il n'y avait pas grand-chose de diffusé à l'époque, donc il fallait être dans les salles. C'est un peu compliqué quand même, quoi, tu vois. Oui, bon, je sais, les gens vont faire la punchline et tout, on la connaît, genre... Oui, Alex... Non, bon, on la connaît la punchline, mais bon, franchement, borderline pas drôle à force. Hein. Le mec peut pas se retenir depuis 10 ans. C'est nul. Mais c'est vrai que ça va être hyper intéressant de parler aujourd'hui de cette fameuse phrase. Alors, la poule ou l'œuf, c'était les Celtics qui étaient trop forts, ou Wilt qui était mal entouré, ou les deux? Pourquoi il a changé autant de clubs? Bon, on va y venir sur. Est-ce qu'il était vraiment concentré sur le basketball? Voilà. C'est un autre débat. Ce qui est sûr et certain, c'est que dans cette émission, c'est simple, on va se concentrer sur les coéquipiers de Will Chamberlain. Vous pouvez aller checker les épisodes précédents. Merci à toutes celles et ceux qui envoient des commentaires dans tous les sens et qui participent à cette grande bataille pour savoir si Chris Paul est bien entouré, si Vince Carter méritait mieux. Mieux. Je vous le dis, moi. Ce qui est sûr, c'est que le line-up, il va pas changer. On va faire un point sponsor avec votre marque française préférée, qu'on va ensuite se demander qu'est-ce qu'on mange. Parce qu'avec Will Chamberlain, je peux vous dire qu'on va grailler bien comme il faut. N'est-ce pas? Et ensuite, on fera, comme d'hab, la présentation du profil complet. Hyper hypé, moi perso, parce qu'il y a plein de choses à raconter sur Will Chamberlain au-delà de ses fiches statistiques et ses records, comme on va le faire. Et puis ensuite, c'est parti, 5 majeurs autour du joueur, qu'on va peut-être mettre au poste de pivot, ça ce sera encore un autre débat. Et ensuite un petit podium, avant de finir avec la partie science-fiction. Très bien. Tu es prêt? Je suis prêt. Eh bien écoute. Vous le savez, sur cette saison 2022-23, chaque lundi c'est partenaire particulier, et chaque lundi c'est avec les copains de Darman. La marque basket de Decathlon qui performe, voire surperforme au niveau de tous ces produits à l'effigie de la NBA. Ah, elles sont encore attachées, ouais. Non, je me demandais ce que c'était le truc. Donc voilà, des chaussures, des sacs à dos, les 3/4 là, je crois, qu'on met sous le short, des t-shirts. Il y a aussi des hoodies, des trucs. Il y a beaucoup de produits assez cool, dont cette magnifique paire de chaussures que Bastien tient entre ses mains, qui est donc d'un violet très Lakers, avec un petit logo Lakers à l'arrière et tout. C'est léger, ça se porte bien. Et puis après, il suffit de shooter mieux que Westbrook, mais ça c'est jouable.
Ça, c'est faisable. La gratuité. On est sur les Lakers. La gratuité. Mais pourquoi? Je crois que Léon s'en parlait juste avant le truc. C'est Westbrook qui a pris le plus cher sur cette chaîne. Bah écoute, sur les miniatures. On discute. Oh là là. On discute. C'est celui qui a été le plus grimé. En femme, en U, quand Superman. Du verbe grimé. C'est un surhumain, quoi. Tout à fait. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que si vous êtes curieux comment sur Westbrook, vous pouvez aller dans la descro de cette chaîne et sur de cette vidéo YouTube, pardon. Et pour aller checker le matos de Tarmac, ça c'est quoi? C'est là TMK Blade. Je sais plus ce que j'ai. Moi je crois que c'est la Warriors de je sais plus quoi. Mais c'est moi j'ai une Warriors. Non, toi tu dois avoir la jaune des Lakers. Bon, la Celtics que j'avais. Ça c'est l'édition limitée Lakers. Voilà. N'hésitez pas à aller checker pour les poteaux de Tarmac. Avant de parler de Monsieur Will Chamberlain, Alex, tu le sais, on va devoir manger. Oh putain. Qu'est-ce qu'on mange? Ah bah écoute, vu le temps et vu la période, saucisse, petits pois carottes. Oh, j'aime bien. Ça c'est simple, bien, ça. Bien joué, efficace. Tu vas chez ton boucher, tu prends une saucisse de Meurthaut. Non, pas de pommes de terre, les gars. J'ai dit petits pois carottes, les gars. Vous me faites dire ce que j'ai pas dit. Non, juste simple, efficace, une bonne saucisse de Meurthaut. Moi j'aime bien ça. Hop, petit pois carottes, si possible du frais, quoi. Hein. Puis tu fais petite assiette, tranquille. Rien de plus. On est de saison, on est bon. Un petit coup de sel, un petit coup de poivre. Terminé. On fait attention Si t'as une bonne moutarde, là t'es champion du monde. Juste la communauté temps mort. Est-ce que vous pouvez me dire, ça fait combien de lundis de suite que Alex parle de moutarde? Là, en ce moment, Alex, t'es sûr. C'est parce que c'est l'hiver, quoi. L'hiver, on a tendance à manger des trucs qui vont bien avec la moutarde. Tu fais des grands pots de moutarde avec c'est des trucs qui vont bien avec la moutarde. Will Chamberlain. Non, mais je sais pas. En plus, c'est vrai. Voilà, moi, quand tu me parles de poulet, j'ai envie de mettre de la moutarde. Tu me parles de viande rouge, je mets de la moutarde. Saucisse. Tout à fait. Saucisse tu bouffes les saucisses sans moutarde? Non, je suis d'accord, tout à fait. Par contre, il y a différentes. Saucisses et moutarde. Moi non, pas moutarde, mais. Quoi, mais j'entends. Pas moutarde. Genre, tu fais quoi? Mayonnaise? Non. Mes papilles sont trop fines pour. L'autre. J'espère que t'es un bête de blague parce que ça va bien. Mais c'est quel type de saucisse? La Savora, il prend les. De la Savora. Ouais, non. Pas de marque, on a dit, pas de marque. Pas de marque. Cette vidéo est. Chaud savoir qui débarque. Mon cher Léon, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Moi j'ai resto, ça va être japonais, donc petite brochette et peut-être folie, quelques petites vapeurs, genre bouchée crevette en entrée. Tu sais que la wasabi c'est une sorte de moutarde en fait. Hein. Oui, mais j'en prends pas non plus. Donc. T'as pas de wasabi? Non. Ok, d'accord. Bon bah écoute. Bon. Toi, quelle sauce? Non, je suis sur Aligo là aujourd'hui. Aligo est plutôt avec un bon pavé de rumsteak, tiens. D'accord. Voilà. Qui n'est pas forcément l'association la plus fréquente, puisque généralement Aligo avec saucisse, mais je te laisse la priorité sur la saucisse. J'espère que personne ne séquencera cette phrase. On va pouvoir se pencher tout de suite sur Monsieur Will Chamberlain. Allez, on y va. Dites-nous évidemment ce que vous mangez. On est lundi, c'est en famille. Et merci, j'en profite aussi pour tous les messages que vous envoyez en dehors de partenaires particuliers, parce que ça fait toujours chaud au cœur. Will Chamberlain, on va devoir se faire le profil complet. Alex, par où commencer? Je ne sais pas. Mais je reste planté là. Là, les gens peuvent pas voir, parce que c'est sur mon écran, mais histoire de rigoler comme ça, et puis de me refaire un petit check, j'ai ouvert une page qui s'appelle List of Career Achievement by Will Chamberlain. Donc si tu veux, le truc, tu scrolles à l'infini, quoi. Tu scrolles à l'infini. C'est la Bible. Non mais honnêtement, sa liste de records, et dont beaucoup qui tiennent encore, est complètement folle. C'est indécent. Tu peux pas le définir qu'à ça, mais force est de constater. Parce que, je veux dire, combien... En fait, ça fait longtemps, quoi. Will Chamberlain, on parle d'une carrière qui a eu lieu il y a 50, 60 ans. Et pour autant, même si effectivement la NBA a beaucoup changé, comme je l'ai dit un peu en intro et tout, il y a beaucoup de choses qui ont évolué et tout, il y a trop de records. On avait fait une émission, il me semble, une fois spéciale. Les records intouchables. C'était une émission spéciale Will Chamberlain. C'est-à-dire qu'on avait dit, attends, on va pas pouvoir parler que de Will Chamberlain. Alors, qui d'autre a des records? Comme ça, on va les mettre. Levez la main, lui, là. Non, mais tu vois, c'est vrai. Et donc, bon, voilà, après, oui, il y a 2m15, 125 kg. L'autre, c'est au niveau athlétique, je crois qu'on peut parler de... Alors là, on est sur du... C'est même plus du fric, là, c'est... Attends, moi, perso, le résumé de ça, tout à fait, c'est... On a fait un top 10 all-time des plus grands athlètes. Voilà, il est là. C'est pas demain qu'il y a un mec qui va se ramener et lui prendre la place. Will Chamberlain a tout défoncé. Il y a des gars qui causent. Oui, mais
Michael Jordan. La première personne à laquelle tu penses, Giannis, c'est Will Chamberlain. Oui, tout à fait. Premier, tout à fait. Et ça bataille, hein. Mais je veux dire, le template des plus grands athlètes de tous les temps, on dit, bon, Will Chamberlain, et ensuite, who's next? 2m15, 125 kg, une envergure de taré. Il se déplace comme une ballerine, il est puissant. 10 secondes au 100 mètres. Il a de la détente. Triple saut. Ouais, triple saut. Volleyball, il n'était pas dégueu, je crois savoir. Ah ouais, il est rentré au Fame. Voilà, c'est ça. On est bien d'accord. 14 saisons, un peu plus de 1000 matchs. Il y a des blessures sur la fin qui sont venues un peu gâchouiller les choses, mais celui-là, beaucoup de saisons à 80 ou 82 matchs, ça ratait pas grand-chose. Il a le record effectivement de minutes jouées en moyenne sur une saison, donc à 48,5. Alors qu'il y a 48 minutes dans un match, je vous laisse faire les calculs et regarder ce petit record. C'est le problème avec les prolongations, je crois. C'est vrai que c'est pas Kawhi Leonard qui va lui prendre celui-là. Ouais, ça aussi c'était gratuit. Ça c'est gratuit, donc Los Angeles aujourd'hui c'est... 13 fois All-Star, ouais, comme ça je varie les Lakers. Voilà. 13 fois All-Star sur 14 saisons. C'est Jackson qui sera All-Star. 13 fois All-Star sur 14 saisons, rookie de l'année, bon c'est vrai que ça a dû se voir quand il arrive en NBA. Oui, parce qu'il n'a pas que ça comme trophée. Ah non, il a quelques petits trophées. Cette saison-là. Ah, cette saison-là, non, rookie de l'année, je sais pas ce qu'il a d'autre. Bah, MVP. Il est MVP. Il est MVP l'année de son rookie, Wilt. Peut-être. Je crois que c'est lui et Wes Unseld. Hein. Moi, j'ai juste noté dans mon petit carnet 4 fois MVP. Je crois, je te laisse regarder, mais je crois que Will Chamberlain, il arrive en NBA, il fait genre, c'est marrant, l'update du niveau l'a fait voir. Ah ouais, j'écrase tout le monde. Will Chamberlain et je crois avec Wes Unseld, celui qui a été rookie de l'année. Une fameuse saison, j'y vais. Une fameuse saison à 50 points de moyenne. La saison où il va mettre 100 points, 1961-62. Ouais, c'est ça, il est rookie MVP, t'as raison. Voilà, dans après, il est 3 fois de suite rookie, sinon après, dans les années 60. 3 fois de suite MVP. MVP, pardon. Tout à fait. Donc oui, l'homme de tous les records, parce que les chiffres sont extraordinaires, dans les minutes jouées, dans les points scorés, dans les rebonds pris, époque aussi où les contres ne sont pas comptabilisés, donc les légendes racontent qu'il y en a entre 10 et 25, tous les soirs. Et les passes aussi. Tout à fait. Modificateur, je sais pas. D'un nombre de règles en NBA. Oui. Putain. Il a fait changer les règles. Voilà. Merci. La taille de la raquette. Les lancers francs. Parce que avant, oui, s'il prenait un peu d'élan ou qu'il s'allongeait, en fait, il dunkait ses lancers. Je refais la phrase. Wilt. C'était trop près. Donc du coup, ils ont dit, tu arrêtes. Quand tu es au lancer franc, tu ne bouges pas derrière la ligne. Et c'est depuis Wilt qu'on s'arrête derrière la ligne et qu'on a le droit de shooter. Parce que sinon, Wilt, il tendait le bras et le mec, c'est un finger roll. Il est né à Philadelphie, là où il a passé à peu près la moitié de sa carrière en tant que joueur. D'abord aux Philadelphia Warriors, et après, les Warriors vont être déplacés à San Francisco. Et ensuite, il reviendra par un trade en cours de saison, ce qui était très rare à cette époque, où il reviendra à Philadelphie, où les Sixers s'étaient du coup entre-temps installés. Un titre avec les Sixers en 67 et un titre en fin de carrière avec les Lakers. Exactement. Dont il sera MVP des finales. Il n'est pas MVP des finales en 67, il l'aurait pu, mais ça n'existait pas. Le trophée débarque en 69. Le trophée n'existait pas. Exactement. Monsieur Will Chamberlain, comme tu l'as dit, 14 saisons, 3 franchises NBA, puisque tu viens de faire tout le détail. Ouais, c'est que les Warriors, il les a fait à Philly, à San Francisco, t'as raison. Donc on est plus dans la catégorie à la KD d'un partenaire particulier qu'on a pu faire, où il y a 3 maillots différents qui sont portés. On a des saisons iconiques, on a un joueur légendaire. Tout le monde en NBA connaît Will Chamberlain. C'est un homme à part. C'est vraiment quelqu'un qui est à part. Et c'était, tout à fait. Parce que... On a passé quoi, 99, je crois qu'il 99. Renseignez-vous, lisez, consultez. Il y a absolument tout qui a pu être écrit. Il y a toute cette légende autour du fameux match à 100 points 2 mars 1962, si je dis pas de bêtises, 2 mars 1962 face aux Knicks, avec un match à 100 points. C'est une saison dans laquelle il a mis plus de 4000 points. C'est-à-dire que, pour donner une idée aux gens, même si je sais, ça évolue et tout, Michael Jordan, je pense qu'on situe à peu près Michael Jordan, qui est donc l'un des, si ce n'est le plus grand scoreur de tous les temps, dans sa meilleure année, il met un peu plus de 3000 points. Voilà. Et sinon, Michael Jordan, c'est plutôt 2600, 2700, 2800 points, ce qui est monstrueux. C'est monstrueux. L'autre, il a fait une saison à 4000 points. Donc vous pouvez notamment, c'est extraordinaire. C'est un malade. Vous pouvez notamment, si vous voulez, puisque Internet est bien fait, vous pouvez aller sur les x540, Marc. x540, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aller notamment sur les fiches statistiques de Will Chamberlain. Vous pouvez aller dans les détails parce que souvent on fait dans les extrêmes, on dit 50 points de moyenne, 100 points sur un seul match, mais vous avez aussi des petits coups de sueur, comme on a pu en parler en écrit notamment sur le site de Trash Talk, des matchs à 78 points et 43 rebonds. Il y en a plein.
des 55-33. Ce sont des codes de carte bleue. Il y a du 73-28. Il a bien évidemment été plein de fois meilleur scoreur, plein de fois meilleur rebondeur de la ligue, All-NBA. Enfin, un palmarès individuel, c'est-à-dire quand tu fais la liste des achievements, là, comme je regardais et tout, et la liste des récompenses qu'il aura reçues, bon bah évidemment, il y en a énormément. Malheureusement, il n'y a que 2 titres. Il n'y a que 2 titres. Pour des raisons qui sont multiples. Il y a un petit côté loose qu'il a suivi un peu parfois. Il y a le côté je me fais trader, change de franchise, tout ça. Ça lui a joué des tours. Il y a le côté extra sportif aussi. On peut pas parler de Wilt Chamberlain sans parler de l'extra sportif. Non, le basket était un peu de la casserole. Voilà, le basket était une activité. Exactement, c'était une occupation. Oui. Entre 18 et 20h ou entre 20h et 22h. C'est ça. Le reste du temps, ce qu'il faisait ne nous regarde pas. Oui. C'est ça qu'on le dit. Bien sûr, tu peux dire, voilà, c'est chacun son truc. Voilà. À savoir si la rumeur d'avoir couché avec 20 000 femmes est vraie. 20 000 c'est ça À chaque fois, tu me fais 20 000 À chaque fois, j'arrive pas à m'y faire un chiffre. Bah, c'est beaucoup ou pas? En tout cas, mathématiquement, je laisse les matheux se faire un truc. C'est un peu bizarre. Mais bon, en tout cas, lui a été très très fort pour répondre à la rumeur, puisque de 1970 à 2023, on en parle encore. Mais tu as en effet, comme tu l'as dit, ce côté extra sportif. C'est que c'est quelqu'un qui, à la fois, aime bien le basket, mais juste est bigger than life. Il est plus grand que tout le monde. Il est plus grand que même la vie elle-même. Donc, il veut faire des films avec Arnold Schwarzenegger. Il veut faire du volleyball. Conan le Barbare. Avant la NBA, il est notamment responsable, il y a des années précédentes, mais responsable de cette explosion des Harlem Globetrotters. C'est un gars qui va être collectionneur de voitures, qui va notamment demander son transfert à Los Angeles parce que la vie à Philadelphie ne lui permet pas de vivre certaines choses. On est dans l'Amérique des années 60 aussi. Donc pour que Wilt s'éclate comme il le voulait, fin des années 70, début des années 70, vive Los Angeles. C'est Los Angeles ou New York, quoi, à cette époque. Tout à fait. Un peu plus de... Par rapport à tout ce qui est ségrégation raciale et tous les mouvements sociaux qu'il pouvait y avoir, Los Angeles représentait une sorte d'Eldorado de liberté tout à fait. Pour un Wilt qui avait envie qu'on lui lâche les baskets. Et qui disent notamment, oui, je vais voter républicain et je vous emmerde, par exemple. Ce qui avait pu créer des gros tollés dans la communauté afro-américaine. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est à la fois beaucoup ce sont des oxymores, ce sont des antithèses. Wilt Chamberlain, c'est un mec complètement à part. Ouais. C'est un ovni all-time. Bien sûr, c'est un Hall of Famer. Si vous n'avez pas compris que c'est un Hall of Famer, faut regarder notre chaîne. Il a bâti le truc avec ses mains. Non, mais tu vois, voilà. Et effectivement, carrière 14 saisons, donc c'est quand même une assez grosse carrière avec beaucoup de réussites, beaucoup de victoires, beaucoup de matchs gagnés, beaucoup de matchs de campagnes de playoffs, beaucoup de grosses séries, beaucoup d'échecs face aux Celtics, 2 titres quand même. Après, ce qui est intéressant, effectivement, et c'est tout l'intérêt de cette émission, c'est de regarder comment il a été entouré. Exactement. Il y a un côté homme-équipe, et donc ça ne devait pas toujours être facile de jouer avec Wilt. Tout à fait. Beaucoup de joueurs qui ont dit talentueux, mais attention. Avant ça, une dernière question, tu sais que j'aime bien la poser, et je la pose évidemment à tout le monde. L'année du prime de Wilt, il y a... C'est 61-67 ? Alors... La saison qui vient tout de suite en tête, c'est la 61-62. Ouais, mais... 50,4 points, 25,7 rebonds, propre. 48,5 minutes de moyenne. C'est propre. Sur 80 matchs. Voilà. Mais, je te pose la question, est-ce que 67, année du titre... Celle du titre avec les Sixers ? Année du titre, année de la domination... C'est une des meilleures équipes de tous les temps, les gens ne savent pas, mais on peut en parler un peu avec cette équipe des Sixers. Il y a quoi, 67 victoires ? Ouais. 67, ça bat que je dise pas de bêtises. Ça bat les Celtics. Je vais dire ça. Et c'est sûr, ça bat les Celtics. De toute façon, à cette époque-là, tu devais battre les Celtics. Boston, puis justement les Warriors. Et après les San Francisco Warriors en finale. Exactement. Et en fait, cette année-là, le scoring est moindre, 67, parce qu'on est sur un Wilt à seulement 24 points, 24 rebonds et 8 passes. Mais là, il a vraiment la main sur la ligue, parce que ce sont ses Sixers, il est bien entouré, et on a vu ce que ça donnait quand il était bien entouré, c'est une des meilleures équipes de tous les temps. Et il gagne dans sa ville. Ouais. Donc c'est assez symbolique. C'est 67 ou 62 ? Pour moi, c'est celle-là, c'est la 66-67. C'est sa plus grande année en carrière.
à vous votre prime, à vous de voir ce que vous décidez sur le prime de Wilt Chamberlain. Ce qui est sûr, c'est qu'on va devoir faire le 5 majeur. Ouais. Du coup, j'allais faire une transition. On va parler tout de suite du 5 majeur. Non, les bons réflexes qui reviennent. Non, on va s'occuper évidemment tout de suite du 5 majeur autour de Wilt Chamberlain. On va commencer par l'évidence, mon cher Alex. Le poste de Wilt. Pivot. Je pense qu'on est d'accord. Je pense que oui. Malheureusement pour lui, il a joué avec quelques pivots, mais ils n'ont pas forcément pu trop s'exprimer. On va peut-être pouvoir en parler. C'est un peu compliqué. On va peut-être pouvoir en parler. Pas de pacotille chez un qui brille. Clairement. Mais ces mecs-là, celui dont on parle avec sa chaîne en or qui brille, a dû commencer ailier fort. Puisque quand il est arrivé en NBA, il y avait Wilt au pivot. Exactement. Et que quand tu arrives en NBA et qu'il y a Wilt au pivot et que t'es pivot, t'es ailier fort en fait. Tout à fait. Voilà. Si tu peux pas être ailier fort, t'es sur le banc. Compliqué. Et plutôt au bout du banc, parce que l'autre, au niveau minutes, t'as besoin de 4 minutes. C'est ça, par saison. Puisqu'il va jouer toute la campagne. Je répète parce que je l'ai dit en tout début d'émission, vraiment, à la fois, ouvrez vos oreilles, on va raconter l'histoire sur des joueurs dont on ne parle pas beaucoup, là on rentre dans des zones sombres, et surtout, renseignez-vous, on va balancer des noms, allez-y, scrutez, creusez, allez sur les formidables outils qu'est Internet, on peut avoir plein de choses sur ces joueurs, notamment sur le site de Trash Talk. À la main. Il y a du monde. À la main, par exemple, le meneur de l'équipe de 67, c'est Wally Jones. Pour le plus connu, c'est pas le plus fort, on peut le citer tout de suite. C'est un meneur titulaire, mais façon role-player, je veux dire. C'est le Mario Chalmers des Sixers de 67, quoi, si je peux dire ainsi. Tu peux, oui. Voilà, Wally Jones. Ouais, tout à fait. Monsieur Gail Goodrich. Bien sûr. Que vous pouvez mettre arrière ou à la main en fonction toujours de ce backcourt avec Jay West, dont on parlera par la suite. Mais Gail Goodrich, qu'on a vu avec les Lakers, c'est notamment un membre du backcourt de ces Lakers qui font 33 victoires de suite sur la saison 72. Ouais, il a été All-Star aux côtés de Wilt. Quand même, hein. Gail Goodrich, il tourne à 25 points par match à côté de Wilt, avec quand aussi un autre joueur dont on va parler qui prend de la place dans le backcourt au niveau scoring. Bien sûr. Ça finit Hall of Famer. Donc ça fait un Hall of Famer que Wilt Chamberlain croise plus ou moins dans son prime. C'est ça. On note. Donc voilà. Entouré, pas entouré. Et quand même Gail Goodrich. Ouais. D'autres petits garçons à mentionner. Bah ouais, Al Attles. Tout à fait. Légende de Golden State, ou plutôt des Warriors. San Francisco Warriors. Là, ils ont joué ensemble aux San Francisco Warriors. Après, pareil, Attles, plutôt dans la catégorie Wally Jones, plutôt meneur titulaire, mais dont le rôle est celui d'un role player sur le terrain, quoi. C'est pas un joueur forcément dominant. Tout à fait. Surnom The Destroyer à l'époque. Et petite anecdote pour celles et ceux qui ne l'ont pas, alors le maillot est retiré, si je dis pas de bêtises, dans la franchise de Golden State. Sur le match de Wilt Chamberlain à 100 points, il en a mis 17. C'était un des meilleurs marqueurs, hormis Wilt Chamberlain dans ce match. Non mais il fallait les mettre, tu vois, ces 17 points. Donc il était là notamment monsieur Al Attles, qu'on a retrouvé ensuite dans beaucoup de documentaires pour nous raconter la grande histoire de la NBA dans les années 60 notamment. Bah, toujours dans les meneurs, il y a l'ami Guy Rogers. Non mais garçon très sérieux. Tout à fait. Il est avec Wilt, si je ne dis pas bêtises, d'abord aux Philadelphia Warriors, puis ils se retrouveront aux San Francisco Warriors. Un meneur un peu combo. C'est un gros passeur qui a été 2 fois All-Star à côté de Wilt. Et j'ai noté là quand même pour l'anecdote, c'est intéressant de voir que ce joueur fait partie des meneurs avec lesquels Wilt a le mieux joué. Il y a la saison 62-63 où Wilt tourne à 45 points par match au calme. Pendant ce temps-là, Guy Rogers, il est à 10 passes par match. C'est ça. Donc il distribue, il sert le bestiau. Personne n'a joué autant de matchs avec Wilt Chamberlain que Guy Rogers. C'est le numéro 1. C'est le numéro 1, ça souligne. Il en a 454 à ses côtés. Donc, à l'Attles, c'est combien tu l'as sous les yeux, parce qu'à l'Attles, il y en a un paquet aussi. 353. Ouais, tu vois. Et entre les deux, il y a un mec avec un logo en rouge et blanc. Ouais, voilà, c'est ça, c'est lui. Mais oui, Guy Rogers, 3 fois All-Star. C'était à l'époque ce qu'on appelle des territorial picks, donc on était dans une situation différente de la loterie que vous connaissez aujourd'hui où c'est open bar. À l'époque on devait vraiment se rattacher aux régions, donc du coup ils ont vraiment été tous les deux liés. Pareil dans les anecdotes, match à 100 points, faut quelqu'un pour le nourrir. 20 passes décisives, en tout cas celles qui ont été comptées pour monsieur Guy Rogers, et il finit, si je dis pas de bêtises, sa carrière, ou en tout cas il est passé après par les Bulls, et encore aujourd'hui la moyenne, parce que tu disais excellent passeur, la meilleure moyenne sur une saison all-time de la franchise des Bulls
Elle appartient à Guy Rogers, il a 11,2 passes de moyenne, si je ne m'abuse, sur une saison. Donc du coup, limite, il aurait pu faire le... Enfin, peut-être qu'il a fait le cut, mais en tout cas, il faisait partie des grands joueurs aux côtés de Monsieur Wilt Chamberlain. 3 fois All-Star. D'autres petits noms que je peux balancer ici ou là, si tu veux. Bill McKionney, qui fait partie des 4 seuls joueurs à avoir été champion NBA et ABA. C'est toujours sympa, hein, parce qu'on rappelle qu'à l'époque, années 60-70, on jongle entre une ligue et une autre. Vers la fin des années 60, voilà, il y a ABA qui apparaît, effectivement. On essaye de voir ce que ça peut donner. Al Bianchi, Johnny Egan, Jim Price, Jim Clemons, que les fans des Lakers peut-être connaissent bien, puisque assistant de Phil Jackson par la suite, qu'on va voir lorsqu'il y a le tripit, Shaq et Kobe, hein, Jim Clemons. Vernaton, Larry Costello et Flynn Robinson. Larry Costello, on en parle dans le bouquin Orange, c'est un des derniers à avoir fait du shoot à 2 mains. Hein, pareil, on est dans ces transitions techniques dans les années 60, et donc Costello, c'est du All-Star, mais qui shootait comme ça, la cuillère, la bonne cuillère à 2 mains. On va devoir trancher. Comment t'as fait? Moi, j'ai mis aucun des mecs qu'on vient de citer. Je suis d'accord. Pareil. Moi, j'ai mis 2 arrières. Ça s'appelle le backcourt, la ligne arrière, j'ai mis 2 arrières. 2 postes 2. Et encore, ces 2 postes 2 qui sont des combos que je classe plus chez les 2. Mais enfin, si des gens ont envie de classer notamment un garçon chez les 1 et de mettre plutôt Guy Goodrich chez les 2, enfin, tu vois, genre... Tout à fait. On va en parler dans la section arrière, si ça te va. Mais clairement, je n'ai pas pris Guy Rogers et j'ai pas pris Guy Goodrich. Non, tout à fait. Guy Rogers a failli faire le cut, et puis finalement, je pense qu'on va en parler dans les arrières. On va faire du double profil. C'est pas possible. On est d'accord? Non, Tu as parlé de Wally Jones, que vous pouvez mettre sur le backcourt où est-ce que vous voulez. On peut parler de Monsieur Gary Phillips, de Matt Guokas, d'Ed Conlin, de Willie McCarter, que des beaux noms. Chez les arrières, là. Ouais, chez les arrières, tout à fait. Et Pat Riley. Monsieur Pat Riley. Tapez, s'il vous plaît, ouvrez un nouvel onglet ou sur votre téléphone et allez sur Google et tapez Pat Riley Wilt Chamberlain. Il y a des photos magnifiques des deux. Moustache, toute moustache dehors. Bien sûr, La grosse moustache, la grosse tache de Pat Riley. Bon, qui a l'air d'un gamin à côté de Wilt, hein, forcément. Bah forcément, tu fais 1m95, tu passes pour un abo, là. Ouais. C'est ça, il fait 1m90-15, quoi. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, on a cette image très... le parrain, Costa Ramani, mais à l'époque, on l'a vu d'ailleurs, c'était dans la série, c'était quoi, Winning Time. On le voit, c'est vraiment les cheveux quasi longs, la moustache, il est gringalet, il se bat, enfin c'est marrant de voir ces images. De Pat Riley avec le maillot des Lakers. Maillot des Lakers, après il deviendra coach des Lakers, effectivement, du Showtime. Tout à fait. Mais ça, il n'y aura plus Wilt. Voilà, ça se cite, tout ça. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Moi, Tom Gola, tu l'as cité? Oui, alors Tom Gola, Hall of Famer, coéquipier ultra apprécié, ouais, tout à fait. Il est champion en 56, je crois, c'est avant que Wilt arrive. Oui. Si je dis pas de conneries. Et en fait, j'ai peur de dire une connerie, et je veux bien que tu ailles peut-être vérifier, mais je crois que le meilleur rebondeur de l'histoire de la NCAA, c'est Tom Gola. Rebondeur? Je crois. Ah ouais. Mais je dis peut-être des conneries. Il jouait quand même. Mais oui, mais en fait là-bas, à l'époque, tu jouais vraiment des années, amen. Et donc du coup, pour un poste arrière, je me dis attends, j'ai déconné. Tom Gola, c'est le meilleur rebondeur de l'histoire de la NBA. Et je crois que c'est ça. Ouais. Je te jure, j'ai été sur le cul. Si ça se trouve, j'ai mal lu, je suis bourré, tout va bien. Alors, all-time rebounding leader en NCAA avec 2200 rebonds en carrière. Il a tourné à 19 rebonds par match en 115 matchs de NCAA. C'est un arrière. C'est un arrière. Tom Gola. Ouais. À ne pas confondre avec les pompes. Hein. Mais Tom Gola, qui nous a bien régalé et qui est donc un des Hall of Famers. Parce qu'il fait, c'est un 2-3 éventuellement, voilà. Mais pas plus. Hein. Oui, non, bien sûr. Pas plus. C'est un des Hall of Famers. Tu disais ding 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 avec Gail Goodrich, c'est un des Hall of Famers qui joue avec Wilt. Il y en a quelques-uns. Hein. Ouais, tout à fait. Obligé de mentionner Monsieur Tom Gola. Donc du coup, on en arrive gentiment à devoir commencer à positionner des mecs dans notre 5 majeur. Comment tu as fait? Donc du coup, j'ai l'impression que tu as fait comme moi. Moi j'ai un backcourt Jerry West, Al Greer. Amen. Parlons de Monsieur le Logo et du meilleur scoreur, salut Joel Embiid, de l'histoire des Sixers. Ouais, il rigolait pas du tout. Al Greer, les finales, les fameuses là de 67. On ne pas confondre avec Al Green, hein, bien sûr. Non, Al Greer. H-A-L, plus loin Greer, c'est comme Green, mais avec un N à la fin, avec un R à la fin. L'arrière titulaire des Sixers de 67, qui seront donc champions, c'est Al Greer, à côté de Wally Jones. En finale, il tourne à 26 points par match avec 8 rebonds et 6 passes. Je suis allé checker la ligne de stats, c'est sérieux Al Greer. C'est le meilleur marqueur. Il n'a pas rigolé. Je vais regarder sur la série, mais c'est peut-être le meilleur marqueur de cette série. Hein. C'est le meilleur marqueur. Okay. En tout cas, c'est le meilleur marqueur des Sixers. Ouais, c'est ça. Puisque Wilt tourne en, je les ai là, bouge pas, 18 points, 28 rebonds. Wilt.
mais que 18 points par match, avec 7 passes d'ess. Donc, Al Greer, il a joué 3-4 saisons à côté de Wilt Chamberlain, donc aux Sixers. Il a été All-Star tout le temps à côté de Wilt Chamberlain, c'est-à-dire que voilà, quoi, il était là tout le temps, il a scoré. J'ai parlé de ses finales, mais ses playoffs en global, en 67, c'est des playoffs où il score, il prend du rebond, il fait de la passe d'ess. Enfin, en gros, c'est The Man à côté de Wilt. C'est le mec qui fait aussi des grosses différences quand les équipes s'occupent de Wilt, essayent de trouver des solutions éventuelles pour contrer le bestiau, quoi, le Big Dipper. Mais Al Greer, énorme joueur qui finira évidemment Hall of Fame. C'est un des meilleurs joueurs de l'histoire des Sixers, en fait. C'est un des meilleurs joueurs de l'histoire des Sixers, tout à fait. C'est un des meilleurs arrières de son époque. Vraiment, quand on est dans les discussions des Jerry West, Oscar Robertson, on dit « Who's next ?» Et en fait, on en revient très vite à Al Greer, tout à fait. Et quand on parle des Sixers en tant que franchise, si on devait dessiner ou créer une photo, tu as du Allen Iverson, du Serving, du Charles Barkley, du Wilt, peut-être du Joel Embiid pour ceux qui veulent. Mais en fait, si tu mets pas Al Greer, tu rentres pas dans la ville. Non. C'est blasphème, c'est le meilleur scoreur de l'histoire de la franchise. C'est juste qu'il n'a pas autant la hype et les grandes histoires qui sont autour des joueurs. Non, c'est une autre époque, il n'y a pas autant d'images. C'est un combo, lui aussi, puisque c'est pour ça que j'ai mis à côté de Jerry West que les deux sont des combos gardes. Alors Jerry West, c'est complètement différent. Lui, c'est à Los Angeles qu'il a joué avec Wilt. Ils ont 5 saisons ensemble. Jerry West, c'est le deuxième joueur avec le plus de matchs en commun, enfin avec Wilt. Donc quand même, bien sûr. Les 5 saisons, évidemment, Jerry West est All-Star, évidemment. C'est des pourcentages de win monstrueux. Bah ouais. C'est-à-dire qu'en régulière, t'es pas loin des 80% de win. Parce qu'il y a notamment cette série de 33 victoires. La série de 33 victoires de la saison 71-72. Toujours un record all-time. En gros, Wilt, qui est un monstre historique de l'histoire de la NBA, a joué avec un autre monstre de l'histoire NBA, presque un plus gros monstre presque, puisque c'est le logo, c'est... Bien sûr, mais de toute façon c'est simple, regardez notre top 15 qu'on a pu faire du top 100 all-time, et essayez de voir qui a joué avec qui. Alors on a eu du Magic avec du Karim, on a eu du Shaq avec du Kobe, oui. On a eu du KD avec du Steph. KD et Steph, si tant est que tout le monde mette KD dans les 15. Si tant est que tout le monde etc. Mais en fait... Next, c'est Jerry West et Wilt Chamberlain. Ouais, tout à fait. J'ai oublié quelqu'un ou pas? Hakim, Jordan, Bird. Hakim, il n'a pas de partenaire top 15 all-time, je te le dis. Karl Malone et Stockton, ils sont un peu derrière tous les deux, mais pas loin, mais voilà, tu vois. Larry, il a joué avec ça. Larry, il n'a pas joué avec des top 15 all-time. Bill Russell non plus. Tim Duncan non plus. Non. LeBron non plus. Pas si loin, LeBron. Ouais. Jordan, un peu plus loin. Mais c'est pour ça que c'est un duo sacré. On est à la fin des années 70, on vient d'avoir la fin des années 70, on vient d'avoir la grosse domination de Wilt avec ses Sixers, et en fait, il faut aller à LA pour toutes les raisons que j'évoquais. Putain, le bordel dans le monde sportif au moment où Wilt Chamberlain débarque, parce que t'as pas que Jerry West, t'as aussi l'autre Elgin Baylor qui est encore dans le coin. Et puis il y a Guy Goodrich. Et oui. Il y a une sacrée équipe. Ah ouais. Et oui, Jim Baylor, on va en parler sur d'autres postes que l'arrière. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est quand Wilt arrive à Los Angeles, Jerry West, tout le monde sait qu'il est très fort et tout machin, il a rien gagné. Ben non. Il y a R, il y a Kuchi dans son armoire. Ah bah. Donc il y a un peu de ça aussi dans l'arrivée de Wilt. Il y a le côté, genre on est les Lakers, on a des joueurs incroyables, faut qu'on gagne. On va essayer de prendre la suite et d'avoir toute cette continuité de George Mikan à Wilt Chamberlain en passant par Karim Abdul-Jabbar, Shaq, etc. Donc c'est quand même, dis donc, un petit bac courte, pas dégueu. On a le même, Jerry West, Al Greer. Multiples All-Star, Hall of Famer, maillot retiré, basta. Ce sont les meilleurs. C'était assez évident pour moi aussi. Félicitations à Guy Rogers pour avoir participé à la conversation. Mais... Ouais, c'est ça. Voilà. Goodrich aussi, éventuellement. Oui, voilà, Goodrich aussi, mais à la Tull aussi. Mais voilà. Désolé, les poteaux. On va passer au poste d'ailier. Il nous reste que 2 postes, hein. Ailier est fort. Poste d'ailier, j'ai un Hall of Famer. Je t'en prie. Qui n'a pas fait le cut, mais dont il faut absolument parler, c'est Chet Walker. Biggie Chet. Hein, ouais. Pareil, Philadelphie aussi, ça. Hein, titulaire avec l'équipe de 67 aussi, lui. Hein. Bien sûr. Voilà. Il a été 2 fois All-Star à côté de Wilt. Lui aussi, c'était un petit scoreur qui n'avait pas la main dans les poches. Hein, 18 points, 20 points par match, ça lui faisait pas peur. C'est lui, Al Greer et Wilt, hein, vraiment les trois, le monstre à 3 têtes de Philly à ce moment-là. Ouais, avec lequel ils vont chercher un titre. Donc Chet Walker, absolument obligatoire de
de le mentionner dans ce moment-là. Maintenant, je sais pas toi, mais moi, c'est pas lui que j'ai choisi pour faire l'ailier, on est d'accord. Qui c'est? T'as envie de citer qui d'autre? Il y en a pas mal, des copains que je veux citer évidemment parce que bon, il y a les un peu plus obscurs, Freddie Crawford, George Lee, Andy Johnson et Dave Gamby, mais on a le Kangaroo Kid, Billy Cunningham, tu l'as pas mis? Je l'ai pas mis où? Dans ton 5? Non, il n'est pas dans mon 5. Enfin, en tout cas, il a discuté. Voilà. Et Billy Cunningham, on parle pareil de Al Greer dans Les Légendes de Philadelphie. Il a plus discuté sur un autre poste que 3. Ouais. Mais Billy Cunningham, obligé de le mentionner, le Kangaroo Kid, on en a parlé même dans le top 100 all-time, c'est une légende de Philadelphie en tant que joueur et en tant que coach. On l'aura évidemment plus pour prendre le relais de Wilt. C'est-à-dire que quand Wilt Chamberlain laisse les clés de la ville à Philly et va s'éclater, notamment avec des femmes, du côté de Los Angeles, la baraque, elle est pour Billy Cunn. Mais ça mérite sa mention parce que quand il est là, le titre de 67... Combo forward, il a joué 3, il a joué 4, Billy Cunningham. Oui. Il n'est pas le seul, tu l'as mis dans quelle catégorie, Elgin Baylor, justement? 3, 4 3. 3, ouais. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Bah, faut quand même en parler un petit peu, non, Elgin Baylor? Ouais, tout à fait. Il a joué avec Wilt ou pas? Ouais. T'en as fait ton titulaire? Vas-y. Attends, mais non, mais si t'en as fait ton titulaire, faut tout de suite qu'on se le dise parce que c'est important. Quoi. Allez, je l'ai en titulaire, on va se le réserver pour. En 3 ou en 4? En 3. D'accord. Non, je l'ai mis en 4, pardon, excuse-moi. Je viens de voir mon 4 sous les yeux. Mon 5 majeur, Elgin Baylor est en poste 4. J'ai gardé un autre ailier en 3. Voilà. Polo. Attends, t'as pas... Voilà, c'est ça. Ah oui, d'accord. Dans mon 5. Bon. Je me suis permis sur Elgin Baylor. Parce que Elgin Baylor, c'est plutôt un 3 à la base qui glissait en 4. C'est ça. Et on peut dire quand même que c'est le poste faible, le poste 4 dans la carrière de Wilt Chamberlain. Ce qui est normal, t'as Wilt Chamberlain dans la raquette. Il n'y a pas grand gars. Alors attends, les efforts, on verra plus tard. Qu'est-ce qu'on met à la main? Tout à fait. Non mais c'est vrai. Si t'as Wilt dans... Je veux dire, chaque a eu le même problème. Il y a plein de pivots comme ça. Les pivots un peu qui prennent de la place. Tout de suite, le poste 4, c'est moins urgent. C'est un peu compliqué. On va parler après des ailiers qui finissent en 4. Bien sûr, on va parler après des ailiers forts, mais c'est vrai que tu as du Billy Cunningham, Jim McMillian, qui est celui qui remplace notamment Elgin Baylor chez ses Lakers. Elgin Baylor, on va en reparler, qui prend sa retraite, et donc merci de prendre la suite et de bien continuer. Il a eu le Factor X, notamment dans cette équipe des Lakers, qui remporte 33 matchs de suite. Et une petite mention pour monsieur Willie Knowles, chez les ailiers. Ouais. Je me permettais, puisque dans le match où Wilt Chamberlain met 100 points, lui, il est en face. Il en met 30 quand même. C'est bien, il se bat. Donc il s'est battu. Et, pour l'histoire évidemment sociale, premier capitaine d'une équipe d'un sport majeur américain en étant afro-américain et membre de ce fameux 5 majeur chez les Celtics, le premier 5 majeur afro-américain sur un parquet d'NBA. Donc Willie Knowles, dans l'histoire de la NBA, stats, etc., souvent on oublie. Par contre, d'un point de vue purement évolution sociale et essayer de rappeler qui ont été les pionniers, immanquable. Je suis d'accord. Du coup, poste 3 titulaire, Polarizine, Star of Famer. Alors, il n'a pas gagné de titre avec Wilt Chamberlain, puisqu'ils ont joué ensemble à Philadelphie, mais aux Warriors, au tout début de la carrière de Wilt, plutôt sur la fin pour Polarizine, ce qui peut laisser quelques regrets, parce que si ces mecs-là avaient un peu plus concordé en termes d'âge et tout... ça aurait été incroyable. Attention, qu'est-ce que ça aurait donné, parce que Polarizine, il avait déjà 32-33 ans quand Wilt débarque. C'est vieux pour l'époque, 32-33 ans. Ah oui, c'est un joueur des années 50, Polarizine. Tu vois, c'est vieux pour l'époque aussi. Les joueurs avaient des carrières moins longues, en fait, finalement. Il est encore en 23 points, il est encore All-Star, ça prend encore du rebond. L'athlète est encore là. On rappelle que c'est un mec qui a été obligé de se bouffer 2 ans de service militaire au milieu de sa carrière, là. Il y a du service militaire, tout à fait. Au milieu de sa carrière. Ah, bien sûr. Tiens, tu arrêtes le basket, tu viens. Fin de contrat, Koweït. Ouais. Enfin, à l'époque, c'est compliqué quand même. C'était compliqué. Sacré Polarizine, t'allais dire jump shooter, un des premiers à... Peut-être pas le premier. C'est lui qui démocratise. Mais voilà, c'est le premier qui commence à faire, ok les gars, il y a une arme là, elle est quand même assez intéressante en fait, ce que personne va trop réussir à défendre, c'est que moi en fait, je vais prendre le ballon à 5 mètres du cercle, puis je vais sauter en l'air bien droit comme un i, et pouf, ça va faire des ficelles. Toutes les choses sont comme ça, parce que ça fait 60 ans qu'on shoot les pieds au sol. Attends, tu sautes. Qu'est-ce qu'il fait? Mais tu perds toute ta coordination là. Tu sautes et tu tires. Mec, calme-toi. T'es sous crack. Et voilà. Et donc Polarizine a fait partie des gens qui ont démocratisé ça. Et c'est quand même important. Donc il était là quand Wilt est arrivé en NBA et
pour moi, c'est le meilleur ailier avec lequel Wilt Chamberlain ait joué. Ouais, c'est dommage que, comme tu l'as dit, ça soit fin de carrière, mais ça reste important de le mentionner parce que si vous faites un 5 majeur des années 50, on l'avait fait cette émission. Par décennie, ouais, il me semble. Ouais, par décennie, on a fait les années 50. Peut-être que c'était trop obscur. Regarder. Putain. Mais si vous en faites un, Paul Arizine. Voilà. Je l'ai mis aussi en 3. Et donc du coup on va citer des ailiers forts, parce que c'est marrant parce que comme on a un pivot ultra dominant, c'est marrant, on se soucie moins du côté meneur, arrière, machin. On est vraiment dans de la postless, comme on dit. Tout à fait. Ce qui compte, c'est d'avoir Wilt Chamberlain. 4 basketteurs et Wilt Chamberlain. Ouais, exactement, c'est marrant hein, quand même. Bien sûr. Donc toi, tu as Elgin Baylor en 4 titulaires. On va parler après d'Elgin Baylor. Il a bataillé avec qui pour toi? Lucius Jackson. Luke Jackson, ouais. Ou Lucius pour ceux qui veulent, mais oui, c'est Luke Jackson. Billy Cunningham, t'es d'accord? C'est que ce soit en 3 ou en 4. Puis en plus, les saisons que Billy Cunningham fait avec Wilt, c'est ses premières. C'est pas là qu'il est dominant. C'est lui qui prend la relève. Donc c'est pas. Non, Billy Cunningham. Luke Jackson, franchement, il a causé. Il a causé de ouf parce que ce qui est embêtant avec Elgin Baylor et Wilt Chamberlain, c'est que franchement, Wilt, il est rincé, Elgin. Alors, il fait encore 2 saisons à peu près potables, mais il n'y a pas trop de résultats ensemble. Et après, les saisons où ça va vraiment bien se passer, notamment la saison 71-72, comme Elgin Baylor est le chat noir de l'histoire de la Ligue, qu'il est absolument imbattable en termes de chat noirisation. Tout à fait. L'autre va arrêter sa carrière au début de la saison 71-72, à cause de blessures. La saison d'avant, il est déjà cramé, hein, il joue que 2 ou 3 matchs la saison d'avant. Mais celle de précédente, il est quand même encore en niveau All-Star. Il est encore énorme, il est encore en 25-10 et tout. Mais c'est plus le Elgin Baylor en 35-13. Ah bah oui, ou en 38-16. Les lignes de stade d'Elgin Baylor. C'est clair. Non, mais c'est un poste 3, ouais. Donc c'est un 3-4. Elgin, on va en reparler après, mais c'est vrai que on va en reparler après si ça te va quand on fait la présentation des ailiers forts. Mais c'est vrai que tu as du Lucius Jackson, All-Star, qui a été copié. Tom Meschery. Tout à fait. All-Star aussi à côté de Wilt, hein, Tom Meschery. Bien sûr, pour rentrer dans les détails, Lucius Jackson, on en parlait là parce que c'est le bras droit dans la raquette dans l'équipe de 67. 67, il est là pour le titre, Luke Jackson. Est-ce qu'il a été All-Star à côté de Wilt? Non, je crois pas. Il était All-Star tout court. À côté de Wilt? Mais non, mais je sais moi pas ce que j'ai noté là, j'ai noté Flèche a réussi à prendre 10 rebonds de moyenne par match sur une saison à côté de Wilt. Voilà. Tu sais que rien que ça, quasiment, ça pouvait mériter de le foutre dans le 5 majeur. Bravo. Ouais, tout à fait. Vous irez voir aussi, si c'est curieux et curieuse, on l'a déjà mentionné parfois dans le top 100 all-time. Allez regarder l'équipe de Team USA en 1964, qui est une toute petite équipe, il y a 3 fois rien. Tranquille, ouais. Il y a 2-3 noms. Bill Russell, tout ça, etc. Il est dedans. Il y a une raquette. Et il y a Luke Jackson qui est dedans. C'est vrai, mais il mérite. Hein. Team USA, ouais, c'est pour ça. Tu parlais de monsieur Tom Meschery. Ouais, il faut le citer, San Francisco Warriors, donc la période d'arrivée de... Après la période de... Enfin, Pardon, je m'exprime mal. Quand les Warriors arrivent à San Francisco, partent de Philadelphie et tout, quand Wilt après rejoindra San Francisco, il y a Tom Meschery qui est là, qui assure pas mal en poste 4, et qui sera quand même All-Star à côté de Wilt. Tout à fait. Et pour la petite histoire, c'est le premier homme à être All-Star qui n'est pas américain de base, c'est un américano-russe. À l'époque, All-Star, russe. Sympa. Et si vous êtes même hyper curieux, génial, j'adore ces histoires à la con. Je crois que c'est en 63 qu'il devient All-Star et donc ils se disent wow, première fois qu'on n'a pas un américain. Ensuite, après sa carrière, il va devenir poète. Poète russe, qui va pas marcher, etc. Donc All-Star et poète, moi je dis respect. La classe, moi je dis c'est la classe. C'est un beau parcours de vie ça. Comme Kyrie. All-Star et poète. Oh, je sais pas s'il sera poète. Happy Hairston. Ouais, Happy. Yeah. Happy Hairston. Wayne Hightower, Joe Graham. Alors là, je me suis dit j'allais te faire marrer. J'ai pris que des noms de mecs qui ont joué dans soit The Warriors, soit les Affranchis. C'est extraordinaire les noms qu'on a là. Wayne Hightower, Joe Grabowski, Bill Bridges, Joe Ruklick, Bill Hewitt, Johnny Green. J'ai l'impression d'être dans les Affranchis là. Kenny Sears. D'ailleurs, pour l'info, Kenny Sears, premier basketteur de l'histoire à être en couverture du Sports Illustrated. Oui. Et Woody Salisbury, qui est le rookie de l'année en 58 et qui garde encore ce record, désolé Isaiah Thomas et compagnie, mais du joueur rookie de l'année drafté le plus bas, il est 60e de sa draft. Bonne petite pioche. Bien joué, il y a eu du nez là. Bien joué. Après, c'était pas les mêmes drafts. Hein. Non. C'est des drafts à 300 joueurs aussi. Enfin, ou je sais pas, 300. 4 GM, quoi. 300, j'exagère un peu, mais il y avait combien de tours? Il y avait au moins 6 tours. Il y avait 130 tours. On est d'accord. Hein. Ouais, c'était compliqué. Non, mais voilà.
Donc du coup, on met pas Luke Jackson, on met Elgin Baylor. Enfin, toi, tu as fait comment du coup? Moi, j'ai mis Elgin. Moi, je suis plus sur Luke Jackson. D'accord, très bien. Ouais, je suis plus sur Luke Jackson parce que... il est meilleur. Frustré, Elgin, en fait, il n'y a que 2 saisons vraiment ensemble. Et ça n'a rien fait, quoi. Alors ouais, ça fait des stats ensemble, mais... Je pense que ça lui convenait mieux à Luke Jackson. En fait, je suis d'accord avec toi. Si on prend le... Non, mais quand je suis d'accord avec toi, c'est que le meilleur des 2 qui a joué avec... Tu veux dire que j'ai raison? C'est ça que tu veux dire. Luke Jackson est en soi le meilleur ailier fort avec qui il est joué, mais je ne peux pas, dans mon 5 majeur, en termes de chat noir, en termes de poisse, en termes de ce qu'ont représenté leur carrière, ne pas mettre Elgin ou Baylor à côté de Wilt Chamberlain. C'est quand même les mecs auxquels on attendait le plus et qui ont buté tête baissée sur Bill Russell et les Celtics. Ou les Knicks. 70, c'est pas les Knicks? Si. 70, c'est les Knicks. Bien sûr. La finale, on est d'accord. Walt Frazier qui se Willis Reed. Avec une seringue de 18 dans le cul. And Willis will play. And Willis Reed is entering the building. He's in the building. Elle est extraordinaire cette vidéo. Si vous l'avez pas vu, il faut absolument voir ça. Ouais, c'est clair. Mais qu'il arrive en boitant là. Tu as mis Luke Jackson? Ouais, j'ai mis Luke Jackson moi. Et alors tu vois, je suis étonné et je crois que je vais dire je suis déçu, Alex. Pourquoi? Parce que je pensais que tu allais mettre Nate Thurmond à côté de Wilt. Non, j'ai pas mis Nate Thurmond. Qu'est-ce qui se passe, Alex? Parce que justement, Nate Thurmond... T'as pas eu de saucisse petit pois. Fait partie de ces joueurs... C'est pas un délié fort, Nate Thurmond, faut arrêter de déconner. C'est un pivot, et donc pas de peau, il sera pas dans le 5 majeur de Wilt vu que c'est au même poste. C'est... Voilà. J'étais sûr que t'allais le mettre. Non, joueur extraordinaire, qui a commencé sa carrière au poste d'ailier fort parce que il est arrivé à San Francisco, on lui a dit alors ouais, c'est vrai que t'es grand et costaud, mais alors ce qu'on va faire c'est que tu vas jouer ailier fort parce que par contre dans la raquette il y a déjà quelqu'un en fait qui est plus grand, plus costaud, plus tout ça. Mais Nate Thurmond, joueur extraordinaire, quadruple double, musculature complètement dingue et tout, un pivot monstrueux, genre c'est un mec qui tourne à 15 rebonds de moyenne par match en carrière. Ça paraît... C'est le 3e meilleur rebondeur tous les temps. Un truc comme ça, ouais. Top 5, un gober de rebond, puis plutôt pas dégueu en attaque. Enfin, gros joueur qui passera après les Warriors par Chicago et Cleveland. Ouais. C'est ça, je crois. Ouais, Nate Thurmond qui détient toujours, si je dis pas bêtise, le record de rebond sur un carton. Il est 2. Le plus de rebonds pris par un joueur sur un carton, combien? Je sais pas, 12, on dit combien? 14. Léonce? 16. Combien 12. de rebonds max, à ton avis, un joueur il a pris sur un carton en NBA? Sur un carton. 12. Je sais pas. Pardon. 12, 14. 14. Je sais pas. 18. Ah ouais, pas mal. Un carton, c'est bien. Je t'ai pris un carton, c'est bien. Tu te concentreras, Léon. Qui est la racine carrée de 42, s'il te plaît, Léon, c'est parti. Mais non, je ne l'ai pas mis. D'accord, je l'ai mis dans les dommages collatéraux au poste de pivot. Très bien. Où tu peux mettre aussi d'autres gars, mais c'est surtout Nate Thurmond, mais t'as du Mel Counts ou des gars comme ça. Bon. Leroy Ellis, Rick Robertson et Monsieur Johnny Relker. Malheureusement pas eu de peau. Non, bien sûr. Voilà, ils étaient pivots dans l'équipe de Wilt, donc malheureusement, voilà, c'est compliqué. Donc du coup, on a un 5 majeur. Je dis pas de bêtises. Tout à fait, je vais le montrer si ça te va. Ouais. Léonce, voici le 5 majeur de Alex et de Bibi autour de Wilt Chamberlain. Alex, qui tu as? J'ai la paire Jerry West, Al Greer, vous la mettez dans le sens que vous voulez, mais ça te tient la ligne arrière plutôt proprement. Tout à fait. J'ai du Harry Dean au poste 3, du Luke Jackson au poste 4 et Wilt, bien sûr, au pivot. J'ai Monsieur Elgin Baylor juste au poste 4, vous faites ce que vous voulez au niveau des chats noirs. Bien évidemment, on va devoir sortir les tablettes. Ouais, je suis bien préparé, fais voir. Ouais. Bon là c'est simple, on met un podium. Avec, selon nous, qui sont les 3 meilleurs coéquipiers de la carrière de Monsieur Wilt Chamberlain. Parce que c'est toujours important d'avoir un moment tablette. Tiens, attends, si je fais ça comme ça, fais voir. Attends, ouais, je vais en sortir comme ça. Bleu sur rouge, c'est pas mal. Et il faut un petit effaceur peut-être. Ouais, ça peut être bien, ouais. Regarde, juste ici. Numéro 3, Alex. On va devoir mettre un numéro 3, le 3e meilleur coéquipier de la carrière de Monsieur Wilt Chamberlain. Allez, si on se permettait, comme ça. Est-ce qu'on est corda? Peut-être pas d'ailleurs. Oh là là, t'as écrit beaucoup là. Oh là là. Polarizine. Ouais, on est d'accord. Polarizine tous les deux. On est d'accord. Hein? Oui. Et il aurait pu être plus haut si Wilt était arrivé un peu plus vite en NBA et qu'il avait joué avec un Polarizine un peu plus prime, comme je l'ai dit tout à l'heure. Polarizine était un petit peu sur la fin, mais encore bien fort. Et puis ils n'ont pas gagné non plus ensemble, ce qui
n'aide pas à forcément monter dans ce genre de petit classement. Ouais. Donc ouais, Polarizine en 3, je crois que c'est bien. Je crois que j'ai une confiance totale. C'est propre. J'ai une confiance totale en Alex et en Zizou dans les arrêts de jeu. En numéro 2, tu as mis qui? En numéro 2... Vas-y, tu vas l'écrire. Mais j'ai une confiance totale, je pense que je ne vais même pas écrire, tu vois, sur la tablette. Parce que je pense qu'on a le même podium. Ça prend un H, Al? Love and Happiness, comme dirait l'autre. Hein, numéro 2, Monsieur Al Greer. C'est lui le numéro 2. En fait, à bien des égards, il aurait pu être numéro 1 parce que c'est... Non. Parce que c'est beau ce qu'ils ont fait en 67 avec ces Sixers, qu'ils ont joué beaucoup de matchs et qu'en termes de level, Al Greer, il était très très fort et on a tendance à l'oublier. Oui. Mais non. Oui, mais non. Non. Oui, mais non. Non, c'est-à-dire que t'y es 2. Et il aurait même pu être que 3 s'il y avait eu du Polarizine un peu plus dans le prime, mais clairement je peux pas le mettre 1. Et qu'est-ce qu'ils vont bien ensemble quand même, hein, avec le numéro 1? Ah oui, bien sûr. Putain. Bien sûr. Le numéro 1 pour moi, clairement là... Moi aussi. En 3, Polarizine. En 2, Al Greer. En 1, The Logo. Jerry Goldfinger West. Jerry West. 2 losers qui ont réussi à gagner ensemble. Je suis vache. Mais il y a un peu de ça quand même. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est des mecs, c'est des top 15 all-time. Les deux. C'est toute une époque qui a tourné autour d'eux. C'est-à-dire que les années 60, c'est vrai que les Celtics gagnent tout. Bon, presque tout. Mais en fait, les 2 joueurs les plus impactants des années 60, c'est qui? C'est Jerry West et Will Chamberlain. Et un peu d'Oscar. Et évidemment, Bill Russell. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais je veux dire dans le sens... Genre les mecs, ils ont fait gagner Los Angeles. Wilt, il a eu 3 équipes, 4 villes. Enfin, Philly, San Francisco, Philly. Voilà. Et Los Angeles. 2 joueurs qui étaient faits pour jouer ensemble. Je veux dire, Jerry West, c'est un combo garde extrêmement bon passeur. Scoreur, qui pouvait shooter de loin. Tu lui aurais mis une ligne à 3 points, on en a déjà suffisamment parlé, mais Jerry West, tu lui mets une ligne à 3 points. Il a 700 points de moyenne. Ouais, je veux bien voir aussi s'il n'a pas de titre, du coup, tu vois, je veux voir comment ça se passe. Et mais là, bon, c'est tellement à l'image de Jerry West. Ils lui ont mis Wilt, exactement, le mec. Désolé, il n'y a pas de ligne à 3 points. Et le premier MVP des finales pour lui, en perdant, le mec, c'est un des meilleurs shooters de tous les temps. Il n'a pas de ligne à 3 points. Il a chopé Wilt en fin de carrière, voilà. Et Gene Baylor se barre. Et Gene Baylor, c'était un chat noir pas possible, il lui a collé au cul pendant toute sa carrière quasiment. Le mec coach des Lakers, c'est pas Riley qui prend la suite. Il y en a marre les gars, arrêtez putain. C'est chaud. Et là, effectivement, avec Wilt, c'est un peu l'heure de gloire de ces 2 gars. C'est-à-dire, c'est le titre avec Los Angeles. En 72, c'est une série de victoires. Je veux dire, c'est toujours un record. Ouais, bien sûr, 33 victoires de suite. Pour les Lakers, il y a Jerry West à la main et Will Chamberlain dans la raquette. C'est indiscutable. Je pense pas du tout que Al Greer puisse rentrer dans cette discussion. Non, les garçons s'inclinent devant Jerry West. Juste, souvent ce qu'on retient, c'est la classe de ces 2 joueurs et à quel point ils sont énormes. Vous pouvez aussi vous renseigner sur le nombre de clashs qu'il y a eu entre Jerry West et Will Chamberlain. Dis donc, on se rapproche de Shaq et Kobe. Genre, c'est vraiment genre... C'est du Jerry West qui va être capable, en fin de série des années 70, là, de 1970, quand il y a Willis Reed qui traîne sa patte, là, en se ramenant sur le parquet, d'avoir Jerry West qui dit « Mais attends, mais tu te fais défoncer par Willis Reed qui est sur une jambe, et l'autre fait « Excuse-moi, Walt Frazier, il a 700 interceptions ou c'est quoi ?» Genre, au niveau du leadership... les deux, c'est pas ouf, hein. C'est un truc de ouf. Ils se rentrent dans la gueule. Il y a les histoires avec Butch Brodokolf, là, le coach, quand ils sont en 1969, et que du coup, l'autre, il rentre pas. Donc, c'est Will qui dit à Jerry West « Ouais, tu peux dire au coach que je suis prêt à rentrer ?» Il le dit au coach. Le coach dit « Bah, tu diras à l'autre qu'on n'a pas besoin de lui. » Il fait « Bah, on n'a pas besoin de toi. » C'est n'importe les quoi. Histoires entre les deux. Jerry West, il y a beaucoup de déclarations qui sont faites où c'est vraiment touchy, hein, où il va dire genre si Wilt était vraiment intéressé par le basket, il aurait 12 titres. Tu sais que dire ça d'un coéquipier, c'est un peu tendu, quoi. C'est un peu tendu, j'avoue. S'il avait été vraiment sérieux, on aurait eu plusieurs bagues. Bah, écoute, ravi de t'inviter à la maison la semaine prochaine. C'est un peu se défausser aussi de ses propres responsabilités. Parce West, mais oui. Est-ce que Walt Frazier lui a mis la misère lors des finales de 70 ? C'est une discussion que je suis prêt à ouvrir. Tout à fait. Tu vois ? Ah ouais, bien sûr. Et donc c'est important aussi. Bien sûr. Dans tous les cas, nous sommes d'accord, je vais montrer le visuel. Exactement.
Mon cher Léonce, voici donc notre top 3 autour de Wilt Chamberlain. Bah, ça tombe bien, on est d'accord avec Alex. Paul Harrison, Al Greer et Monsieur Jerry West en numéro 1. Voilà pour ce podium. Dites-nous si vous avez mis du Billy Cunningham ou d'autres garçons. Et Jim Baylor n'est pas dans la discussion. Et encore moins Monsieur Guy Rogers. On va finir sur la partie science-fiction. Permettons-nous, dans toute l'histoire de la NBA, dans toute l'histoire du basketball même, y a-t-il un joueur qu'on aurait adoré voir associé sur un terrain de basket avec Wilt Chamberlain? Alex, le tien? J'en ai plusieurs. Mais du coup, je me suis dit pour changer un peu, parce que souvent on essaye de prendre les défauts du gars et de lui associer à un mec. Genre Wilt, du coup, tu vas chercher genre John Stockton, tu vois. Voilà, comme d'hab. Non. Tu vois, genre le mec sérieux, carré, qui va faire gagner Wilt et tout. Non, moi je partirais bien sur un délire plus différent. Moi je pense que j'aurais voulu voir Jason Williams à la main avec Wilt Chamberlain. Ah putain, ok. Voilà. Et là, je pense que, et si possible, plutôt dans les années 2010, comme ça, il y a des caméras partout et on a des highlights sympas. D'accord. Ouais. Au début, j'avais Russell Westbrook. Non, mais ça va être génial. Ouais. Parce que je me disais, les deux freaks, tu sais, les deux bestiaux incroyables. Oui. Mais je trouve que Jason Williams, il y aurait vraiment un côté, les passes, la vitesse de jeu et les passes de Jason Williams avec du Wilt qui se barre dans tous les sens et tout. Ok. Voilà. Je pense que c'est extraordinaire. Moi, je suis parti dans un gros délire. Vas-y. Je me suis dit, attends, avec à chaque fois, on fait. Bah non, mais à chaque. Tu me vois venir. Ah oui, d'accord. Non, mais je me suis dit, attends, on n'arrête pas de faire l'association. C'est pour ça que je te voyais venir en mode, ouais, meneur, machin. J'aurais adoré voir Giannis avec Wilt. Ouais, c'est rigolo. J'aime bien. Genre, en fait, le jeu est terminé. Ouais. C'est-à-dire que tu peux plus rentrer. Les rebonds, c'est fini. Tu peux plus rentrer. Tu oublies le mot. Tu peux plus rentrer, il y en a qui vont dire ouais, il y a des spacings de j'en ai rien à foutre du spacing. Tu mets Wilt en bas, tu mets Giannis, tu fais comment? Pour moi, je pense que quand j'ai pensé à Giannis, j'ai eu un brain freeze et j'ai fait putain, le sport est terminé. Enfin, tu fais faute. Oui, voilà, mais c'est mort. Et en plus, du coup, ce que j'aimais bien, c'est que on a souvent critiqué Wilt sur le manque de leadership qu'il va avoir et le besoin d'avoir un gars sérieux. Bah, tu sais qu'un Giannis, ça lui aurait bien fait du bien. C'est vrai que Jason Williams, tout de suite, c'est un peu. Ah, bah là, les deux, le mec, il aurait été absent. C'est différent, Jason Williams, voilà. Tu vois, c'est. Voilà, quoi. Mais je voulais voir des rebonds et contre-attaques de Wilt et Giannis en mode, en fait, il y a 82-0 et t'es là, genre, mec, on fait comment? C'est pas possible. Dites-nous dans tous les cas qui vous avez en science-fiction entre Jason Williams et Giannis Antetokounmpo. C'est toujours open bar pour s'imaginer plein de choses. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous faire plein de bisous. Remercier comme d'hab Léon Salaprod, Alex à mes côtés. Dites-nous qui vous voulez voir, évidemment, dans Partenaire Particulier. Très bonne semaine de Noël et on se retrouve lundi prochain sur la chaîne YouTube de Rage Talk. Ciao. Bisous. Ciao. Ciao.